je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Chez Authentique Talent, on accompagne des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute culture, sur les sujets d'identification, d'évaluation et de développement des talents, et également sur tous les sujets de performance collective. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Dans les épisodes précédents, on a invité des interlocuteurs de référence de la sphère RH et Talent Management qui sont venus partager avec nous leur expertise. Mais pour ces épisodes hors série, on est parti à la rencontre de dirigeants pour les interroger sur leur vision des enjeux people de demain. Aujourd'hui, je reçois Solange Arnaud, fondatrice et CEO de Médoucine. Bonjour Solange, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode du podcast. Bonjour Chloé, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Solange, écoute, je vais commencer par te présenter et t'hésites pas à m'interrompre si jamais je me trompe dans ton parcours. Donc Solange, si j'ai bien suivi, tu es polytechnicienne, tu as choisi de te spécialiser initialement dans l'agro, très intéressée par la biologie depuis le début et par toutes ses applications dans le monde de la santé. Tu as eu un parcours où tu as démarré dans l'informatique, tu as rapidement cofondé une entreprise en tant que CTO, c'était en 99 si je me trompe pas, avant finalement de revenir dans le monde de la santé, et ça c'est depuis 2001, il y a eu plein d'étapes à ton parcours. T'as commencé par une société dans la biotech, t'as eu des postes différents, stratégiques, opérationnels, et puis t'es revenu finalement à l'entrepreneuriat en fondant une nouvelle entreprise, puis Médoucine en 2016. Et Médoucine, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la plateforme pour tout ce qui est médecine douce ou pratique complémentaire. Et en quelques chiffres clés, c'est 2500 professionnels qui exercent sur la France. Ça va de l'hypnose, la sophrologie, la naturopathie. Et puis, c'est plus de 100 000 personnes qui ont utilisé et qui recommandent ces pratiques. Est-ce que je me suis trompée à un endroit? C'était parfait, merci. Ok, donc finalement, maintenant, le plus dur reste à faire, puisque la question suivante, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas sur toi? Alors, pour être sûr que le scoop ne soit pas éventé, je vais parler de quelque chose de récent. Ok. C'est que j'ai commencé le saxophone. Ah ouais? J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune. J'ai fait des classes musicales jusqu'en 3e, beaucoup de violoncelle à l'époque. Et j'avais un espèce de rêve de faire du saxo qui me vient de je ne sais où. Et je me suis appliqué le conseil que je donne régulièrement, qui est de dire, au lieu de dire je ferai ça plus tard, ben fais-le maintenant. Voilà. Donc j'ai commencé en mars le saxophone. Waouh, félicitations. Ça peut peut-être inspirer 2-3 personnes qui ont laissé des choses sur leur wishlist. J'espère que tes voisins sont contents. C'est mes enfants parfois, quand je joue trop tôt le matin, qui râlent avant que j'aille au boulot. Mais j'ai des voisins très conciliants. Pour l'instant, pas de problème de voisinage. Pas de plainte. Parce que c'est vrai que c'est un instrument très sonore, je l'ai découvert. Bon, donc le conseil, démarrer ce que vous avez mis sur votre liste de ce que vous ferez plus tard. Et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ça m'intéresse systématiquement d'inviter des dirigeants d'environnement, de background très différents. Et je trouve qu'avec la structure que tu diriges aujourd'hui, ça a attisé ma curiosité de savoir ce que tu pourrais penser des enjeux humains du futur, notamment par rapport à ce que tu vis d'une entreprise jeune, en croissance. Voilà, quels sont les premiers points qui te viennent quand je te parle d'enjeux humains du futur? Alors, ce que je vis, moi, c'est le côté, déjà, un peu cette quête de sens, qui est très présente dans notre société et qui attire beaucoup de gens vers Médoucine. Ouais. Et puis après, pour rester quand même dans l'actu, il y a toute cette question de le futur du travail et qu'est-ce qu'on va faire et que va faire l'IA avec nous ou qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc, mon meilleur espoir de ce point de vue-là, c'est que finalement, ça remette le travail dans ce qui fait notre humanité. Donc la collaboration, les soft skills, la créativité. Et je pense que c'est vraiment ça qui est à la fois particulièrement difficile parfois de développer parce que c'est pas vraiment ce qu'on apprend à l'école. En tout cas, c'est pas du tout ce que moi j'ai appris à l'école. Et en même temps, je trouve beaucoup de joie et je pense que c'est très enthousiasmant de le regarder sous cet angle-là. Oui, c'est vrai que je me souviens que dans notre première rencontre, on avait beaucoup parlé de collaboration. C'est un sujet qui t'est cher. Comment est-ce que concrètement, t'arrives à faire vivre ça au sein de Médoucine? Parce que je pense que la collaboration, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui en parlent. Donc concrètement. Eh ben concrètement, c'est pas tous les jours facile. Disons que j'essaye chez Médoucine de mettre en place les conditions pour qu'elle puisse se faire au mieux cette collaboration. Déjà dans les valeurs de l'entreprise, donc ça c'est un sujet sur lequel on a travaillé dès le démarrage et puis à plusieurs reprises. Encore l'an dernier, on a fait un grand travail avec l'équipe sur la raison d'être et les valeurs et la mission de l'entreprise, etc.
Et dans ces valeurs, celle qui me semble particulièrement porteuse pour la collaboration, c'est la transparence. Ouais. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, ça me paraît essentiel. Et puis le respect, qui permet aussi à chacun de s'exprimer sur ces sujets-là. Et du coup, ce qu'on fait chez Médoucine, c'est que on a fait différents types de formations pour essayer de faciliter cette collaboration, même si, voilà, comme partout, c'est pas tous les jours facile. Hein. Oui, oui. Et je pense que ce qui est pas facile aussi, hein, notamment, c'est de créer cette culture d'entreprise, de définir ses valeurs et aussi de s'assurer qu'au-delà d'attirer des gens, ce soit quelque chose qu'ils vivent pleinement quand ils rentrent dans la structure. Alors, on avait beaucoup parlé de pratiques managériales, d'alignement, etc. Qu'est-ce que tu peux nous partager autour de ça? Alors, ce que je peux partager, c'est mes recherches, on va dire. Je me sens un peu en mode expérimental là-dessus. Le monde dans lequel j'ai vécu, chez Abbott puis AbbVie, donc dans l'industrie pharmaceutique, le monde anglo-saxon, on va dire. C'est un monde, même s'il était assez ouvert et vraiment dans une ambiance très positive, dans lequel à la fin, moi, je suis partie parce que j'ai ressenti ce mode big company disease, oui. on va dire. C'est comme ça que je l'appelle maintenant parce que peut-être on y reviendra. J'ai lu un bouquin qui l'appelle comme ça, dans lequel on a justement une perte de sens et de responsabilité. Donc c'est ça que j'ai fui et c'est ça que j'essaye d'éviter de remettre en place chez Médoucine. Alors une fois qu'on a dit ce qu'on essaye d'éviter, qu'est-ce qu'on met à la place, c'est pas du tout évident. Ouais. Donc, dans mes recherches, j'ai regardé pas mal les modèles autour de l'entreprise libérée. Justement, il y a pas mal de modèles aussi là-dessus de collaboration. Et ce que j'en ai retenu, ce qui me semble fonctionner, on en a déjà parlé, mais c'est ce côté mission de l'entreprise comme un peu une étoile polaire qui donne aussi aux gens le sens vers lequel aller dans leur quotidien, qui permet aussi de développer l'autonomie et la responsabilité, même si c'est pas toujours non plus si facile, on pourra en parler. Il y a autre chose qui me tient à cœur, qui est de pouvoir être soi-même dans le cadre de l'entreprise et ne pas porter un masque, parce que ça me semble aller à l'envers de cette affaire de transparence. Et donc voilà, c'est pour moi un peu un socle. Et donc aussi de se connaître soi-même et de connaître les autres et de respecter les autres dans ce qu'ils sont. Voilà, donc on revient là sur le savoir-être. Et du coup, j'ai regardé là beaucoup et je travaille actuellement sur le Lean. Alors le Lean, ça veut aussi tout et rien dire, d'ailleurs comme l'entreprise libérée. Mais en tout cas, moi, ce qui me touche là-dedans, c'est d'essayer de sortir du monde de la pratique managériale traditionnelle qui serait très command and control. Voilà où on va, voilà ce que tu vas faire et après je relève les compteurs. Et de aller vers plutôt un truc qui est de l'ordre de orienter et soutenir. Ouais. Voilà, donc le côté, voilà la direction dans laquelle on va. Et maintenant, raconte-moi tes difficultés et c'est quoi les questions que tu as, comment tu t'y prends et du coup, comment je peux t'aider. Et du coup, tu as vraiment réussi à implémenter cette approche-là. Tu sens aujourd'hui que c'est facile à véhiculer ou que tu en es un peu la gardienne? Aujourd'hui, on va dire, on est au milieu du gué. Il y a des choses qui sont très positives. Je pense qu'il y a une atmosphère assez saine, globalement, chez Médoucine. Voilà, il y a des bons fondamentaux, on va dire. On s'est formés d'ailleurs tous à la communication non violente. D'accord. Dans cet esprit-là. On a fait un truc qui s'appelle Processcom aussi, que font pas mal d'entreprises aussi autour de se connaître la personnalité des autres pour mieux interagir. Donc voilà, on a des choses qui existent et qui sont aussi un socle commun. Après, c'est comme partout, c'est un travail permanent en vérité. Donc je suis pas la seule à le porter, mais en tout cas, je considère que c'est mon rôle de soutenir ce cadre, oui. Et effectivement, sur tout le sujet de l'importance de la connaissance de soi, du respect des autres et puis de l'authenticité, tu prêches un petit peu une convaincue sur le sujet, mais c'est vraiment la clé quand tu me parlais tout à l'heure justement d'instaurer un mode dans la confiance, en fait, quelque part. Je voulais revenir à un point parce qu'on parle beaucoup de quête de sens et j'ai envie de voir ce que ça peut vouloir dire et ce que ça peut amener comme force, mais peut-être aussi comme limite, parce que la raison d'être de ton entreprise quand même et puis tout ce qui tourne autour du soin d'une façon générale doit aussi attirer des personnes pour des leviers bien spécifiques. Qu'est-ce que ça a pu créer dans les gens peut-être que tu arrives à attirer ou pas? Alors, ce qui est génial, c'est que c'est vrai que j'ai des gens qui viennent parce qu'ils résonnent avec cette raison d'être, avec le développement de ces pratiques, avec le fait qu'elles permettent vraiment d'agir pour sa santé et donc d'être un meilleur contributeur au monde qui nous entoure. C'est ça la raison d'être de Médoucine, c'est vraiment faciliter l'accès à ces pratiques pour tout ce qu'elles permettent justement de vivre et du coup de développer comme force pour les personnes qui savent bien les utiliser parce qu'elles vont être globalement mieux dans leur quotidien et dans leur basket.
Donc ça, c'est quelque chose qui attire certaines personnes et c'est génial parce que du coup, elles sont chez Médoucine, elles savent pourquoi. Après, la limite que ça peut apporter, c'est des gens qui raisonnent si fort qu'en fait, ils viennent là, ils veulent absolument travailler pour Médoucine et c'est génial. Mais parfois, on n'a pas le job qui leur correspond. Et donc, ils peuvent essayer de rentrer dans un job qui leur plaît finalement pas tant que ça, mais parce que c'est la raison d'être de l'entreprise qui leur va bien. Et donc, on a fait des erreurs de casting comme ça. En plus, moi, j'ai une ouverture assez large, on va dire. Je cherche pas forcément le profil type parce que je crois aussi dans la diversité des profils. Mais bon, voilà, parfois j'ai pu me prendre un peu à mon propre jeu. Donc, c'est vrai que ça peut être une limite. Puis après, une autre, c'est bon, mais c'est sympathique, c'est un peu moins grave, on va dire, mais c'est le côté exaltation que certains peuvent vivre et qui, voilà, peut être un peu parfois too much, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. La question que je m'étais vraiment posée en voyant le modèle de ton entreprise, puis la façon dont t'en parlais aussi, ce qui t'a amené à le créer, c'est comment finalement dans une phase de croissance où tu vas devoir compléter tes équipes avec des compétences peut-être très différentes, tu vas pouvoir intégrer des personnes qui sont peut-être un petit peu moins exaltées par ce sujet-là que peut-être les premiers arrivants dans la structure. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'a déjà questionné. Si, et en fait, quand même à tous les stades de l'entreprise, on a eu des gens plus ou moins sensibles au sujet. Par contre, c'est vrai que en termes de diversité des profils, par exemple, pour revenir au truc de ProcessCom, là, on a quasiment tout le monde qui est soit en base, soit en phase, donc vraiment soit dans leur personnalité initiale, soit dans leur actualité du moment, dans l'empathie. Alors bon, du coup, le côté humain et tout ça, ça va bien, mais du coup, ça crée quand même une atmosphère dans l'entreprise qui est d'une certaine manière déséquilibrée, quoi. Si tu veux, il y a un peu j'aime aussi rechercher le yin et le yang, donc j'essaye à tout moment d'équilibrer. Et c'est vrai que là, on a grandi très vite, notamment cette dernière année. On a presque la moitié des collaborateurs qui sont arrivés depuis moins d'1 an. Ça demande aussi une acculturation et puis de trouver un nouvel équilibre avec pour le coup des gens un petit peu différents dans leur profil, mais avec qui on a un vrai sujet sur comment on les intègre dans la culture d'entreprise. Ouais, c'est super intéressant. On se dit souvent en ce moment sur les débats sur la diversité qu'il faut de la diversité en termes de profil, il faut de la diversité aussi en termes de personnalité pour éviter de se retrouver au bout d'un moment avec des biais collectifs ou un biais commun sur certains sujets. Donc j'imagine que ça doit être d'autant plus vrai aussi sur une mission aussi forte que celle que tu portes. Alors, la question pour laquelle aujourd'hui c'est toi qui es ici et pas un DRH, c'est justement de faire le lien entre tous ces enjeux humains et les enjeux business. C'est quoi le lien que tu fais justement par rapport à ça ? Pour moi, il y a une sorte de forme d'évidence que en fait les enjeux business ils sont portés par l'action de chacun. Donc en fait la seule chose qui compte pour l'entreprise, c'est que on ait les bonnes personnes aux bons endroits et qui soient équipés pour avoir la bonne action et surtout équipés, motivés, formés, que tout ça soit bien aligné, quoi. C'est un essentiel, d'accord. C'est sûr, ouais. Ok. Mais je te pose la question parce que, en fait, régulièrement, nous, on discute tous les jours avec des gens qui sont plutôt côté RH, qui parfois très convaincus nous posent la question de comment convaincre leurs dirigeants aussi que il faut investir sur tous ces sujets-là de culture, de développement managérial, de développement des femmes et des hommes, et qui se posent la question de quels arguments quand peut-être leurs dirigeants sont un petit peu moins sensibles à ces sujets que tu l'es. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil peut-être à un DRH qui se pose la question de comment convaincre son dirigeant d'investir sur ces sujets-là ? Il y a plusieurs phrases là-dessus qui me viennent, mais celle que j'aime, c'est si vous trouvez que la compétence coûte cher, essayez l'incompétence. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Et donc il y a un peu ce truc-là en fait. Si on généralise ça, c'est si vous trouvez que c'est cher de former ou de vous assurer que les personnes soient bien dans leur job, essayez de les mettre mal dans leur job et vous allez voir en fait que en fait il se passe plus rien, quoi. Alors c'est vrai qu'on parle absentéisme, on parle aussi présentéisme. C'est tellement facile finalement dans des métiers intellectuels qui sont quand même très souvent nos métiers de service. C'est difficile de mesurer entre guillemets la productivité. Ouais. Elle se joue vraiment dans est-ce que les personnes sont attentives aux bonnes choses, quoi. Est-ce qu'elles ont les bons points de contrôle? Est-ce qu'elles savent interagir? On voit bien à quel point, en tout cas, c'est mon expérience, si je parlais collaboration, c'est qu'en fait,
beaucoup de problèmes se nouent sur des incompréhensions, sur mais c'était évident pour l'un, mais en fait c'était évident pour l'autre aussi, sauf que l'évidence de chacun était complètement différente. Et donc rendre l'implicite explicite, c'est aussi important, mais tout ça, c'est des savoir-être, des savoir-faire qui sont aussi importants que, on va dire, le geste technique, quoi. Et pour garantir ça, tu vois, je comprends qu'il y a tout un sujet de culture que tu mets en place, un sujet de formation aussi. Est-ce qu'il y a des rituels en particulier que tu as instaurés qui font en sorte que, voilà, au-delà de tout, être convaincu que oui, il faut être transparent, par exemple, oui, il faut collaborer pour s'assurer que ça arrive vraiment? Alors, on a fait différentes choses, notamment ce qui marche bien, mais ça, je pense que beaucoup d'entreprises le font. En tout cas, dans notre taille, c'est facile de rassembler tout le monde et puis de partager les nouvelles et d'être vraiment très très transparent, quoi. C'est-à-dire que l'équipe sait le niveau de cash de l'entreprise, le chiffre d'affaires, voilà, vraiment. D'accord. Tout ce qui se passe, exactement. Même si c'est vrai que là, voilà, je vois bien que c'est pas toujours évident, ni à dire ni à recevoir, la vérité. Et pourtant, ça me paraît essentiel. Voilà, donc c'est aussi d'être exemplaire là-dessus. Puis voilà, je te disais des formations qui peuvent être aussi autour de séminaires, de choses comme ça, et puis des petits rituels très simples de là, tu vois, je déjeunais avec mon équipe commerciale. Je crois que c'est un des commerciaux qui a organisé ça. Donc moi, ce que j'essaye aussi de faire, c'est de laisser à chacun la possibilité de proposer des choses dans l'entreprise. Donc par exemple, on a quelqu'un qui est d'ailleurs dans l'équipe de développeurs et qui est très branchée sur l'écologie. Et donc là, elle organise des petits ateliers à l'heure du déjeuner pour apprendre à faire son savon naturel soi-même ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est aussi à travers ces moments partagés un peu en bordure du boulot qui me semble on peut finalement mieux connaître ses collègues et puis avoir plaisir à les rencontrer, quoi. Ouais, c'est hyper important et j'imagine que quand tu constates que ça se fait en fait naturellement, indépendamment de ton impulsion, c'est que les conditions elles doivent être là pour que chacun se sente autorisé à apporter sa touche personnelle. Voilà, exactement. Donc j'encourage ça, même puis comme dans tout, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, des trucs qui existaient qui n'existent plus. Donc voilà, moi j'ai toujours plaisir en tout cas à avoir effectivement un peu l'émergence spontanée de nouvelles initiatives comme ça. Et c'est vrai que comme partout, c'est le fait de certaines personnes aussi qui sont motrices là-dedans. Donc c'est super et on essaye de les soutenir, quoi. Ouais, de les encourager. Je reviens sur un point que tu disais tout à l'heure, être très transparent et partager l'ensemble des informations sur la structure et y compris des informations sensibles. Tu me dis c'est parfois difficile à dire et difficile à recevoir et je sais que il y a pas mal de débats autour de jusqu'où est-ce qu'on doit être transparent sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu peux me raconter peut-être de pourquoi c'est difficile et ce que tu mets autour? Alors, je vais peut-être te répondre aussi pour te donner un peu le contexte d'une start-up comme Médoucine, parce que je fais partie d'un club d'entrepreneurs et à un moment on faisait des déjeuners un peu par petits groupes, tu vois, d'une dizaine de personnes. Et il se trouve que dans un de ces déjeuners, moi j'y étais pas, mais c'est la personne qui l'avait organisé qui me raconte ça et qui dit, tu vois, moi j'ai déposé le bilan l'an dernier, là, en fin d'année, mais on avait fait un déjeuner pendant l'été. Et comme lui, il était un petit peu à court de cash, il a demandé autour de la table quelle est votre durée de vie, quoi. Vous avez combien de cash devant vous? Et genre, il y avait la moitié des gars qui avaient moins de 2 ou 3 mois de cash devant eux, tu vois. Donc c'est ça aussi la réalité d'une boîte comme la nôtre. Et c'est vrai que c'est là où, tu vois, partager ça, ça peut être aussi source de stress pour les équipes. Et donc tout l'enjeu, c'est de se dire comment tu peux aussi transformer ça en source d'engagement, quoi. Je n'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas, c'est ça le sujet. En tout cas, moi, j'essaye d'être très transparente là-dessus. Et puis de voir aussi comment ça embarque les gens, quoi. C'est intéressant, je pense que c'est un débat sur lequel on pourrait passer du temps. Le deuxième, il y a la transparence sur les informations que tu communiques, mais il y a aussi tout un sujet, on le sent, autour de l'authenticité et tu me disais, se permettre d'être soi-même aussi. Là aussi, il y a quand même pas mal de débats sur est-ce que en tant que dirigeante, tu peux te permettre d'être toi-même, jusqu'à quel point, sur quoi est-ce que c'est plus difficile? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors c'est vrai que parfois les équipes me disent t'as l'air toujours tellement zen. On a un peu de mal à savoir qu'est-ce que tu ressens vraiment. Et c'est vrai que dans le monde, on va dire corporate, j'ai appris aussi poker face, tu vois. Donc c'est vrai que je peux être aussi très inexpressive. Donc j'essaye d'enlever aussi des couches d'oignon sur moi-même de ce point de vue-là pour pouvoir mieux communiquer ce que je ressens. Et en fait, je progresse. Donc je suis assez fière de le dire. Et pour te donner un exemple, tu vois, je
peux parfois, comme tout le monde, avoir des trucs, tu vois, qui me mettent en colère ou qui m'agacent, etc. Et donc, historiquement, j'aurais peut-être soit mis le couvercle, soit laissé péter le truc. Et en fait, bon, laisser aussi exprimer sa colère, ça peut être aussi d'abord très libérateur. Ça fait déjà du bien. Voilà. Et puis bon, ça permet aussi de passer des messages forts, on va dire. Et aujourd'hui, là, récemment, j'ai fait une réunion. Il y avait du challenge dans cette réunion. Et avec toute l'équipe commerciale, justement. Et à un moment, il y a un des sujets qui, effectivement, m'a saisi. Je me suis sentie un peu chauffée, quoi. Et là, je me suis dit, non, on y va. Cool. Donc, en fait, j'ai arrêté de parler. J'ai respiré. Et je leur ai dit, désolé, là, ce sujet-là, ça me chauffe. Mais que vous sachiez que ça me chauffe, mais que je vais pas non plus rentrer dans ce jeu-là. Et alors après, c'était super drôle parce que les gens m'ont demandé, mais est-ce que tu es une super bonne comédienne ou est-ce que tu as un super contrôle de toi-même? C'était assez rigolo. Tu vois, parce que c'est ça. De contrôle quand même. Et c'est là où c'est pas évident parce qu'en fait, quand tu te contrôles, tu peux aussi être perçu comme non authentique. Ouais. C'est super comme exemple. Il y a beaucoup d'injonctions autour de ça, hein, autour de l'authenticité. En même temps, voilà, tout le monde n'est pas. Enfin, il faut être authentique et tout le monde n'est pas hyper entre guillemets spontané ou dans l'émotion, etc. Et c'est ça aussi, hein, se permettre d'être authentique, c'est de rester avec cette capacité des fois à dire les choses de façon posée, etc. C'est forcément passionnant parce que quand on parle des enjeux humains de demain, il y a donc tous ces sujets autour du leadership en fait et de comment est-ce que ça va être fédérateur et comment est-ce que justement pour fidéliser et fédérer des équipes, on va axer là-dessus. Donc on a parlé de cette dimension de quête de sens. La question que je me pose finalement, c'est est-ce que c'est bien différent, tous ces enjeux-là, de ce qui se passait hier? Est-ce que selon toi, il y a une vraie transformation? Ou est-ce qu'au bout du bout, c'est un peu la même chose? Je pense que le sens, ça a quand même toujours été au cœur de l'humanité, on va dire. Après, j'ai l'impression que dans le cadre du travail, on a été transformé en ressources. Donc quand même, on a aussi, en tout cas moi personnellement, j'ai pas mal vécu en mode machine. Voilà. Donc on était un peu des machines dans un grand engrenage. Et aujourd'hui, je crois que ça correspond pas du tout à ce que les gens ont envie de vivre. On le voit quand même largement sur le fait que dans les jeunes générations, honnêtement, il y a plus du tout la même vision du travail. Et franchement, moi, je vois plein du coup, du fait de Médoucine, de gens qui à 25 ans font leur crise de la quarantaine, quoi, un petit peu, tu vois, de un truc comme ça. Donc il y a ça d'un côté, et puis il y a quand même un vrai truc de l'accélération du changement. Alors ça a été depuis 20 ans le digital. On travaille pas du tout de la même façon, une sorte d'accélération du rythme de tout, de nos vies, de notre travail. Alors, quand j'étais chez Abbott, je travaillais au siège européen. Et il y avait une personne au global qui me disait, oui, moi, quand j'ai commencé, donc probablement dans les années 90, elle s'occupait déjà de l'international, elle envoyait des fax, avoir un appel téléphonique, c'était déjà extraordinaire, voyager, tu vois, elle le faisait pas tous les jours. Et donc, en fait, le rythme de ces échanges était à la semaine, quoi, tu vois, là où maintenant, c'est à la minute, quoi. Donc, ce truc-là, c'est forcément important. Et puis, l'histoire là de ChatGPT et tout nous montre bien quand même qu'il y a plein de choses et c'est à la fois très exaltant, mais du coup, ça demande aussi de très rapidement se remettre en selle sur d'autres capacités. Il y a des sujets de à quel point mon travail est impacté, quoi. Ouais, et ça c'est une question dont on a parlé aussi un peu à droite à gauche avec les autres invités, c'est un vrai sujet et en tout cas ça ne fait que renforcer le fait de préparer ses équipes à se réinventer, à être dans une dynamique d'apprentissage permanent. L'une de mes dernières questions, c'est promis, mais j'ai eu plusieurs intervenants qui, en parlant de notre activité de coaching, challenge souvent le fait que des personnes qui vont se réorienter, notamment aujourd'hui, passer un peu la crise de milieu de vie, alors pour ceux qui la font encore à 40 ans, et pas ceux qui la font à 25, décident en grande masse, en tout cas c'est une idée reçue, d'aller vers les médecines douces et où finalement il y a cette espèce d'assomption là que toutes les personnes qu'on va coacher qui réfléchissent à un nouveau projet vont devenir naturopathes ou sophrologues, etc. Donc du coup je me dis, je t'ai en face de moi, tu connais ces personnes mieux que beaucoup des gens que j'ai eus. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aujourd'hui dans tes praticiens? Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui justement ont trouvé cette fibre dans une période de reconversion finalement? Oui. C'est D'accord. énorme. Mes clientes thérapeutes, du coup, sont quand même principalement des femmes. D'accord. Mais effectivement, 80%, c'est de la reconversion.
C'est vraiment des métiers de reconversion, de pareil, quête de sens, parfois un accident de la vie dans lequel on a été sauvé par la naturopathie, donc on a envie aussi de sauver le monde avec la naturopathie. Enfin voilà, il y a un truc de découverte personnelle tellement forte qu'on a envie de la partager et d'en faire bénéficier les autres. Après, est-ce que tous les gens qui se reconvertissent deviennent naturopathes? Je ne sais pas, mais en tout cas, le contraire est vrai. Parmi les naturopathes, c'est une immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité, sont en reconversion post-crise de la quarantaine ou parfois maintenant de plus en plus jeunes. Donc on a aussi des naturopathes trentenaires qui du coup ont fait leur crise de la quarantaine un peu plus tôt que la génération d'avant. Donc c'est très vrai. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est intéressant dans tout ce qu'on vient d'échanger. On a parlé beaucoup du coup de l'interne, mais très peu des clients. Alors que, en fait, dans la culture que j'essaye de mettre en place, il y a quand même ce truc autour dans la raison d'être, si tu veux, d'être aussi vraiment au service de tes clients. Donc, je voulais vraiment noter ça parce que par rapport justement aux challenges qui nous attendent et au fait de comment on réinvente les métiers, je crois qu'on peut aussi réinventer la façon dont on prend soin des clients pour les mettre aussi au centre du débat. C'est une autre façon d'avoir un sens à son métier et de faire les bonnes choses dans son quotidien. Peut-être ça, c'est aussi de nature à convaincre les patrons parce que s'ils sont pas super motivés par le développement de leurs collaborateurs, ils devraient être plus motivés par le développement de leurs clients. Oui, en général, l'engagement de tes collaborateurs a quand même un impact significatif sur la façon dont ils vont interagir avec les clients. Et justement, en parlant de tes clients, il y a quelque chose qui me revient. Tu me disais qu'une grosse partie de tes clients, en fait, sont des clientes. Oui, absolument. Donc, on vient d'en parler pour ce qui est des reconversions pour les professionnels, mais c'est aussi le cas du grand public. Ça, c'est une question, les gens me disent, mais est-ce que tu sais pourquoi? Alors, j'ai des hypothèses, mais j'ai pas de certitude. Ce que je vois, c'est déjà les sujets de santé. C'est souvent quand même des sujets sur lesquels les femmes sont un peu plus motivées, quoi. Les hommes, souvent, il faut que ils fassent un AVC pour commencer à s'occuper de leur santé. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté non, tout va bien jusqu'à ce que tout aille mal. Ouais. Et donc les femmes sont peut-être plus intéressées par le sujet de la santé au quotidien. Je pense qu'elles ont aussi des sujets de stress, de charge mentale, peut-être plus importants compte tenu de leurs multiples métiers qui font qu'elles pâtissent particulièrement dans leur quotidien et donc vont aussi chercher des solutions qui se trouvent bien justement dans les pratiques complémentaires. Nos sujets favoris, c'est le stress, les douleurs et le sommeil. Et puis, peut-être qu'elles prennent aussi rendez-vous pour leur mari. En tout cas, c'est ce que je constate de façon régulière. Voilà. Ou pour leurs enfants. Ou leurs enfants, bien sûr. Ouais, mais effectivement, il y a quand même pas mal d'études sorties dernièrement qui parlent de la charge, en tout cas, qui revient plutôt aux femmes de gérer le sujet de la santé. Du coup, qui peut nous poser pas mal de questions sur les enjeux humains de demain avec cet équilibre-là, en fait, quelque part. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je pense qu'elles sont aussi peut-être plus ouvertes et curieuses sur ces pratiques qui sont pas toujours partie du parcours de soins et donc il faut aller chercher par soi-même, quoi. J'avais demandé quel conseil tu donnerais à un DRH pour l'aider à convaincre un dirigeant peut-être un petit peu moins averti sur ces sujets d'y investir du temps et plus. Quel conseil tu donnerais à un dirigeant qui est peut-être à la tête d'une structure d'une taille ou d'un niveau de maturité complémentaire à la tienne, qui commence à démarrer, à s'intéresser à tous ces sujets humains? Ce serait quoi vraiment les conseils que tu as envie de lui donner? Par où commencer? De prendre soin de soi-même, en fait. Commencer par soi-même. Parce que j'ai constaté qu'en fait, en tout cas, tous les sujets que moi j'ai expérimentés, c'est des trucs de transformation en fait de ton collectif, et transformer ton collectif sans te transformer toi-même, c'est super compliqué. Enfin, en fait, on peut dire impossible. Ouais. Tu vois, parce que là, tu retombes dans l'injonction faites ce que je fais pas pour moi, quoi. Oui. Et donc, il y a ce sujet. Alors, je crois qu'on va revenir sur ce point parce qu'en termes de transformation, donc tu me partageais que pour incarner, faire avancer ta structure, t'étais beaucoup aussi dans l'apprentissage par toi-même des lectures et que donc t'avais eu une épiphanie. Je reprends ton mot, ça m'a marqué en lisant un ouvrage et qui t'avait conduit du coup à mener pas mal de changements. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors du coup j'en ai eu une deuxième. Je sais plus si je t'avais dit ça. Donc la première.
C'était un bouquin qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui est un sociologue qui a conceptualisé quelque part différents modèles d'organisation et l'évolution des organisations de la tribu aux grandes religions ou aux empires qui ont monté les pyramides jusqu'à l'entreprise moderne. Et puis ce qu'il appelle aujourd'hui l'entreprise opale, donc quelque part l'entreprise libérée, on va dire, qui est celle sur laquelle moi j'essaye de travailler et qui est un vrai challenge parce que voilà, elle demande de travailler pas mal de dimensions. Mais en tout cas, dans ce bouquin, moi j'aime justement un peu les grands sujets comme ça, de voir les transformations sociétales et de théoriser un petit peu la façon dont les gens collaborent, interagissent. Donc ça m'avait bien plu. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience des sujets dont on a parlé, tu vois, de l'authenticité, d'avoir une raison d'être à laquelle les gens peuvent se relier, qui peut être une boussole en fait dans ton quotidien. Et après, il y a pas mal de choses dans ce bouquin autour de l'autogestion en fait, comment tu permets aux gens aussi de travailler des trucs qui ont été théorisés après dans l'holacratie, ce genre de trucs. Bon. Franchement, moi, c'est là-dessus que j'ai un peu achoppé. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il y a toujours la question de à quel point tu mets du cadre et quel cadre tu mets. Parce qu'en fait, une fois que tu as dit ça, il y a pas de cadre, il y a le bon cadre qui permet aux gens d'interagir, mais dans un bon cadre. Et moi, en fait, j'ai vraiment expérimenté là-dessus, mais avec trop peu de cadre, je pense, pendant longtemps. Et du coup, ça va bien quand t'es très peu, mais après, quand tu grandis, ça marche pas. Donc voilà, maintenant, je suis dans le mode, ok, mais quel est le bon cadre, entre guillemets? Et c'est là que j'ai eu la deuxième épiphanie. Avec le Lean, dont j'ai déjà dit le nom tout à l'heure. Alors, le Lean, franchement, j'ai l'impression que ça couvre plein de trucs divers et variés et pas forcément même sur les mêmes pans culturels. Là-dessus, le livre que je recommande, c'est un livre qui s'appelle Learning to Scale de Régis Medina. Et le Learning to Scale, ça se lit de deux façons. Et l'idée, c'est vraiment apprendre pour grandir, quoi. Tu vois, pour faire grandir ta boîte. Et en fait, donc ça met l'apprentissage au cœur de ton quotidien. Ça met aussi donc le client comme vraiment le centre de ton attention et le point cardinal auquel tu dois être attentif. Et puis après, c'est fondé au départ sur la façon dont les usines Toyota, etc. fonctionnaient, mais ça s'applique en vérité très bien au métier de service, parce que finalement, c'est les mêmes sujets qui peuvent créer soit de la fluidité, soit des blocages dans l'entreprise. Donc, les sujets de sécurité, les sujets de qualité, les sujets de cadre, les sujets d'interaction. Et du coup, ce que j'aime particulièrement là-dedans, c'est de là en fait que je prenais tout à l'heure, tu sais, je t'ai dit Command and Control ou bien Orient and Support, et c'est ça en fait, le truc du Lean, en tout cas selon ce bouquin-là, c'est vraiment t'es là pour guider et soutenir et donner les bonnes clés aux personnes. Et la façon dont tu le fais, c'est assez fascinant. C'est que au lieu de regarder tes dashboards de très loin en mode hélicoptère, puis finalement t'as des stats mais tu sais même pas ce qui se passe, tu vas au service client et tu prends n'importe quel ticket client et tu regardes ce qu'il y a dedans. Voilà, donc tu retournes le truc. Et ce qui est très fascinant pour moi, qui est en bon ingénieur, tu vois, j'essaie toujours de comprendre, de conceptualiser ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, finalement, la vue globale, elle est intéressante, hein. C'est toujours bien. Surtout, moi, j'ai besoin d'avoir ces chiffres et avoir un peu les grosses masses. Mais en fait, quand tu reviens par un ticket client, finalement, quasiment quel qu'il soit, tu vas apprendre des choses. Voilà. Tu vas apprendre des choses et tu vas apprendre aussi ce qui dysfonctionne, quoi. Et tu vas voir les petites choses, en fait, qui sont les cailloux dans la chaussure et de tes collaborateurs et de tes clients. Et en fait, en enlevant un caillou après l'autre, tu peux faire des grands changements, quoi. Ouais, c'est passionnant. Je pense que ça résonnera beaucoup. En tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup. La dimension aussi de se dire quel niveau de cadre et quels ajustements tu dois faire quand ta structure elle grossit, ce qui fonctionnait au début et ce qui souvent, est l'élément le plus facile pour toi, le plus confortable pour toi, qui peut être de pas mettre trop de cadre, par exemple, qui fonctionne au début, marche pas forcément avec plus de personnes. Il faut se poser la question régulièrement de se réinventer et l'apprentissage démarre par soi, en fait, quelque part. Donc voilà, quand on voit le temps, l'énergie ou l'attention que tu consacres à ça en tant que dirigeant, on se dit forcément que ça a quand même toute sa place avec la façon de faire avancer l'entreprise. Donc merci, c'est hyper inspirant. Merci beaucoup Solange, c'était passionnant. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés
de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentiquetalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentiquetalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.